Oh, ça va. Bon. On n'est pas dans le haut de la fourchette, pas mal. On est bien. Bon, troisième partie d'émission, on est très heureux parce qu'on a la chance de recevoir Karine Cohen, directrice générale de BH2E. Tu es experte en optimisation énergétique. Exactement. Et ça va être l'interview IMO en compagnie de nos experts Yann de Toulouse. Eh oui. Toujours en forme? Toujours en forme. Bon, et Anita, Toujours. le Sud, et un nouveau. Bruno qui nous vient de Bordeaux. Un autre Bruno, tout à Voilà, fait. un autre Bruno qui nous vient de Bordeaux. Et aujourd'hui, ce sera Créon, je crois. Hein. Créon, tout à fait, ouais. Ah voilà, donc tu vas nous parler de Viager pour ta première. De Viager. Bon, bah voilà. Pour commencer, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est tout de suite le moment de Karine, l'interview IMO. Karine, on est très heureux de t'avoir dans l'émission parce que l'optimisation énergétique, tout ce qui concerne l'optimisation des bâtiments, de construction, c'est ton dada. Exactement. Tout ce qui est résidentiel collectif Ouais. et également pour les particuliers, pour les maisons individuelles. Quels sont les conseils que l'on peut donner ou les astuces ou en tout cas ce qu'il faut savoir sur l'optimisation énergétique en 2024 aujourd'hui en France? Alors déjà, en 2021, il y a eu une modification des classifications énergétiques. D'accord. En juillet 2021. Donc tous les bâtiments ou maisons qui étaient classifiées A sont devenus B pour la plupart, etc. On a perdu une classe partout. Donc ça a créé énormément de ce qu'on appelle passoires thermiques. C'est ça. Donc beaucoup de bâtiments qui sont très énergivores, qui ont beaucoup de déperdition. Et pour éviter tout ça, il faut faire des travaux de rénovation énergétique, il faut optimiser. Et pour optimiser, donc, il faut faire ces fameux travaux. Et ces travaux, aujourd'hui, ont la possibilité, en tous les cas depuis plusieurs années, d'être subventionnés. C'est ça. Par ce qu'on appelle les obligés. Les fabricants et producteurs d'énergie qui polluent la France, comme ils polluent, doivent faire amende honorable et délivrer des subventions aux ménages et aux professionnels, donc aux copropriétés par exemple, pour faire des travaux de rénovation qui vont être subventionnés, donc à moindre coût. Alors c'est quoi les grandes optimisations tendances en ce moment? Les grandes optimisations tendances, c'est beaucoup dans l'isolation thermique, évidemment. Lorsqu'on va venir isoler un bâtiment, que ce soit une maison individuelle ou un immeuble, on l'isole par le haut, on l'isole par le bas et on l'isole autour. C'est comme nous, dès qu'on met une couverture, des chaussettes et un bonnet, ça va on mieux. a tout de suite moins froid. Dans un immeuble ou dans une maison individuelle, le fait de venir isoler les combles, les planchers bas, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le -1, le sous-sol, et le bâtiment en lui-même. Alors le bâtiment par l'extérieur ou par l'intérieur? Alors il peut y avoir les deux. D'accord. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, le coût de l'immobilier, le prix de l'immobilier, le prix au mètre carré, on cherche tous à pouvoir optimiser cela aussi. Donc l'ITI, l'isolation thermique par l'intérieur, est moins prisée que l'ITE. D'accord. Par contre, l'ITE n'est pas possible sur tout bâti. Sur tout bâti. Voilà. Ça dépend effectivement de l'architecture, si on est en zone urbaine ou des choses comme ça. Si on est en zone urbaine, si on est en zone monument historique, si on est en pierre, si on est en brique, si on est sur du crépi, tout va dépendre. En fait, chaque bâtiment, encore une fois, que ce soit une maison ou un immeuble, en fonction de sa configuration, il va y avoir une éligibilité ou pas à ces subventions. D'accord. Alors, les optimisations malines de Karine, ça serait quoi alors aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose de facile à mettre en place? Alors, il y a pas mal de choses faciles à mettre en place. Pour ce qui concerne en tout cas les bâtiments résidentiels, parce que, encore une fois, comme je vous expliquais depuis tout à l'heure, on a deux parties, la maison individuelle et les immeubles d'habitation collectif. Pour ce qui est immeuble, par exemple, on va préconiser d'abord tous les travaux qui sont totalement subventionnés, parce qu'il en existe aujourd'hui. Ah oui, d'accord. On a la possibilité, par exemple, de faire l'isolation des tuyauteries de chauffage et d'eau chaude sanitaire, qui va être totalement subventionnée. Incroyable. Donc, on va venir... Ça coûte rien aux copropriétaires? Ça coûte absolument rien. D'accord. On va venir calfeutrer les tuyaux d'eau chaude qui se trouvent dans les sous-sols pour permettre une réduction des factures énergétiques. Est-ce que je peux être, en tant que copropriétaire, demandeur à la copropriété de dire, tiens, on n'a pas calfeutré ça? Bien sûr, on a énormément de présidents de conseils syndicaux ou de propriétaires d'appartements qui nous appellent en disant, voilà, j'ai entendu, parce qu'aujourd'hui, on a l'avantage en plus dans l'optimisation énergétique d'avoir les médias et le gouvernement avec nous, qui poussent énormément à cette transition énergétique. Donc, les
les gens à la télé entendent tout ça. Donc ils nous appellent en disant, voilà, je suis propriétaire d'un appartement, j'ai entendu beaucoup de choses, est-ce qu'il est possible de faire ces travaux de rénovation? Et c'est là qu'on leur dit, évidemment, on est là pour vous, pour le collectif. Karine, merci beaucoup. Avec plaisir. De ces précisions. Tu restes avec nous pour le reste de l'émission. Nos experts ont encore plein de choses à nous dire. Et des choses sur, effectivement, l'énergie également pour certains d'entre eux. On le rappelle, hein, donc tu es directrice générale de BH2E. Exactement. Experte en optimisation énergétique. Oui, on essaye. Ça claque quand même. Ouais, hein. oui, j'aime bien. Ça claque pas mal. C'est pas mal. On a une experte ici qui est experte, mais alors elle a de l'énergie à revendre. Et elle va nous parler des maisons ossature-bois. Oui, entre autres. Qui sont dans l'air du temps en termes de diagnostic énergétique. Ben, écoute, je suis rentrée dans une maison que j'ai trouvée magnifique. Ouais. Et en rentrant chez moi, j'en ai parlé et je me suis heurtée à beaucoup d'idées reçues sur les maisons ossature-bois. En ossature-bois. J'ai mon compagnon qui m'a dit mais jamais tu me feras acheter ça, ça brûle trop vite. D'accord. Ma mère qui me dit on va déforester les forêts. Ah oui, d'accord. Donc, je me suis dit, il serait quand même judicieux de faire, de faire un petit peu le point. Alors, aujourd'hui, on a des maisons en mixte avec du bois plein et massif à l'intérieur des cloisons extérieures. Ouais. Mais on a une isolation vraiment extraordinaire parce qu'on a du double isolant, on a le bois à l'intérieur, on a le placo à l'extérieur. Donc, on a une performance énergétique en A partout. Ah oui, d'accord. Les chalets en ossature-bois, c'est très bonne performance énergétique. Voilà. Alors, ça brûle, non. Une maison... Mais non, ça ne brûle pas. Non, parce que ignifugé. En fait, on est totalement d'accord. Une maison en bois ne brûlera pas plus parce qu'elle est en bois qu'une autre maison. Par contre, le bois aura une combustion beaucoup plus lente. Il ne dégagera pas de fumée toxique. Ah oui. Et oui, en plus. Et en plus, il ne se fissure pas, il ne se dilate pas, donc il n'a que des avantages. Beaucoup d'avantages finalement le bois. Hein. Exactement. On a des normes vraiment très très strictes. Et le bois qu'on utilise pour les constructions n'est absolument pas celui qu'on met dans la cheminée pour faire du feu. Voilà. Donc on a absolument zéro risque. Voilà une façon de casser les idées reçues sur les maisons en bois. Hein. Et alors, t'en as trouvé une qui, mais elle est magique. Qui a 176 mètres carrés. Et elle n'est pas tout à fait tout en bois, hein, si j'ai bien compris. Elle n'est pas totalement tout en bas, elle est mixte, effectivement. On a des fondations basiques, regardez, elle est vraiment magnifique. Donc le bois est très présent, on le voit. Le bois est très présent. Et on a cette harmonie entre, c'est une maison d'architecte, entre la chaleur du bois et le design contemporain. C'est ça. On a une piscine au sel, on a une surface en 16 mètres carrés, pardon, et on a donc consommation A. Alors ton compagnon, il a dit que ça brûlait, ça? Il voulait pas l'acheter? C'est cette histoire. Mais ça, compris. Non, mais il là, a rien compris. Bon. Non, mais ça y est. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon. Combien ça vaut, alors, une maison comme ça de 178 mètres carrés? On est un petit peu plus haut que le million d'euros, mais on a aussi plus de 1000 mètres de terrain. Et on est à Auribeau-sur-Siagne. C'est où, ça? Alors, c'est un petit piton rocheux face à la mer qui a une vingtaine de minutes de Cannes. Ouais. On n'a pas beaucoup d'habitants, on a 3000 et quelques habitants qui y vivent. Donc, c'est comment bénéficier de toutes les infrastructures, parce qu'on a tout à proximité. Je sais que tu n'aimes pas le mot commodité. Non. Donc... proximité non plus, je n'aime pas. On peut tout faire. Bon, voilà. Bon, il y a des commerces. On vit au moins. On vit et on est au cœur d'une forêt de mimosas. C'est magnifique. Waouh. Merci, Anita. De rien. C'était un plaisir. On a rêvé avec toi. On continue notre voyage immobilier dans Propriété à tout prix. Vous le savez, on se déplace avec nos caméras dans les régions de France. Il y a quelques semaines, on a été rendre visite à Virgile-Mouillet. On a fait un très beau reportage sur Neufchâteau, regardez. Bienvenue à Neufchâteau pour notre tour de France immobilier dans Propriété à tout prix. Ah bah le voilà. Salut. Tu vas bien? Ah, Virgile-Mouillet, notre ambassadeur de Neufchâteau, les Vosges à l'honneur. Je propose qu'on commence notre petite visite touristique. Avec plaisir. Il y a là-bas, il y a des choses. Hein. Et puis des apparts, je crois. Et Bruno a bien raison de vouloir s'y balader. Neufchâteau est le premier site patrimonial remarquable des Vosges et labellisé plus beau des Tours de France.
Donc on est vraiment dans un site remarquable, classé, bâtiment de France, comme on dit dans l'immobilier, avec des cheminées d'époque. Marbre blanc, ouais, tout à fait. C'est quoi cette cheminée? C'est une cheminée assez rare, puisque son intérieur ici est assez spectaculaire, parce qu'il est en bon état. Outre la cheminée, l'appartement que nous fait découvrir Virgile possède aussi quelques caractéristiques typiques de l'ancien, comme son magnifique parquet d'époque et ses moulures au plafond par exemple. Mais patrimoine remarquable, ça veut aussi dire quelques contraintes, n'est-ce pas les amis? Alors en revanche, site remarquable, site classé, ça c'est une action politique. Si on veut, oui, économique et sociale même. Il faut qu'on aille voir le maire. Parce que je veux lui poser des questions sur cette histoire. Tout à fait. On y va. Allons-y. Ça, c'est une bonne idée. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre belle ville de Neufchâteau. C'est avec plaisir que je vous accueille, bien sûr, et que je vous reçois aujourd'hui. Est-ce que c'est un chemin de croix pour un propriétaire, ou alors la mairie donne tous les atouts aux habitants de la ville pour pouvoir arriver à tenir ses contraintes? Il y a par exemple des visites tous les mois des services de l'architecte des bâtiments de France en amont d'un dépôt d'autorisation d'urbanisme pour les propriétaires qui souhaiteraient engager des travaux. Et puis, il y a aussi des subventions. Ça représente combien de bâtiments classés remarquables? C'est à peu près 700 immeubles dans le site patrimonial remarquable. Ce n'est pas que des bâtiments, c'est aussi des espaces. Eh bien, merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis dans votre belle ville de Neufchâteau. Sympa, ce maire. Hein. Très sympa, Simon, ouais, effectivement. Écoute, Virgile, on arrive au terme de cette aventure à Neufchâteau. Merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, Bruno. Franchement, t'aurais pas d'autres secrets à nous montrer? Bien sûr, toujours, sous le coude. C'est où? Prochaine fois, dans le prochain épisode, Ah, peut-être. d'accord. Non, ils nous avaient accueillis comme des rois à Neufchâteau, une ville qui mérite d'être découverte, avec beaucoup de styles architecturaux, avec des sites classés, comme on l'a vu, des églises. Et c'est une région que j'ai découverte et qui a beaucoup d'âme, finalement. Vous connaissez les Vosges un peu, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout? Ah non. Voilà, il faut aller faire un tour à Neufchâteau, les amis, parce qu'effectivement, c'est une très belle région. Voilà, bon, alors j'ai fait un bide, hein, on est d'accord. Hein. Bruno. C'est moi. Alors écoute, là, je suis très heureux parce que tu vas nous parler du viager. Et le viager, c'est assez méconnu, en fait, finalement, en France. C'est assez méconnu. Je vais commencer par, d'ailleurs, un chiffre qui va être assez parlant. Le chiffre, c'est 6 000. 6 000, c'est le nombre de ventes en je viager les ai pas par sur an. moi. Hein. Non. Mais c'est en fait le nombre de ventes en viager par an. Seulement. Seulement, tout à fait. Par rapport aux millions de transactions qu'il y a à peu près chaque année en France. Donc 6 000. Ça représente à peine 0,6% des ventes immobilières en France. Dans l'imaginaire collectif, on a pas une très bonne image du viager, finalement. Enfin, et quand on préparait cette émission... je te disais, il y a quand même la mort au bout, et toi tu disais, mais non, c'est un pari sur la vie. C'est un pari sur la vie, justement. Ouais. C'est tout l'inverse de ce qu'on peut penser. Hein. C'est pas un pari sur la mort, au contraire. Ça permet à des seniors, en fait, à nos aînés, de pouvoir profiter de la vie, parce que le viager permet de dégager la valeur financière d'une maison, ou d'un appartement, et d'en profiter pour réaliser des projets de vie, ou alors pour se maintenir à domicile, tout simplement. C'est un vrai enjeu sociétal, en fait. Hein. C'est ça. On parle du pouvoir d'achat des seniors, du maintien à domicile des seniors, donc c'est vraiment... et la population française vieillit de plus en plus, donc c'est un vrai enjeu sociétal. Quoi. Alors, est-ce que tu peux nous dire un viager type, c'est quoi? C'est en termes de prix, en termes de... Quand on achète en viager, donc on ne dispose pas du bien, on doit attendre effectivement, malheureusement, l'issue. Mais combien ça coûte un viager? Comment ça s'achète? Le prix moyen d'un viager en France, c'est 270 000 €. Donc, le viager, le principe, pour que je rappelle rapidement, ça consiste à vendre un bien immobilier en échange du versement d'une rente à vie. D'accord. Plus un bouquet qui est versé le jour de l'acte de vente. Non, pas un bouquet de chifleurs. Non, au contraire. Donc une somme d'argent qui est versée cash le jour de l'acte de vente au vendeur. Ok. Voilà, et ça permet vraiment de booster le pouvoir d'achat des seniors. Excellent. Et alors, par exemple, là, sur la maison que tu as choisie, qui doit être en viager, donc du coup, tout à fait, tu peux nous donner un petit peu les chiffres? Oui, mais je vais donner les chiffres. Donc, 98 mètres carrés. Donc une maison située à Créon. Donc, on voit les images là. Voilà. Donc maison située à Créon, dans l'hypercentre de la Bastide-Girondine. On est à 25 minutes des portes de Bordeaux. D'accord. Donc, maison 98 mètres carrés, 2 chambres, il y a un garage. Donc sur les chiffres, on est à 39 000 € de bouquet. D'accord. Et une rente de 1 540 €. Mais elle vaudrait combien cette maison si je l'achetais sans si être on devait l'acheter dans le cadre d'une transaction classique, on est sur un prix aux alentours de 220 000 €. D'accord. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, tout à fait. D'accord. Et alors, plus on avance en âge,
et qu'on veut vendre en viager, plus c'est cher, moins c'est cher, comment ça marche? Il y a un barème qui s'appelle le barème. Le barème d'Aubry. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, qui permet de calculer le viager, enfin la rente et le bouquet en fonction du sexe du ou des vendeurs, de l'âge des vendeurs. C'est ça. Les femmes vivent plus longtemps, hein, on le sait. La moyenne en France, l'espérance de vie, c'est 85 ans pour une femme et 80 ans pour un homme. C'est ça. Par exemple, là, typiquement, sur la maison de Créon, là, c'est un viager occupé donc, par une femme de 89 ans. L'espérance de vie INSEE, entre parenthèses, c'est 85 ans, mais dans le barème d'Aubry, l'espérance de vie de cette femme de 89 ans a 7 ans, enfin 6,9 ans encore à vivre. Ah ouais, bah voilà, c'est ça. Selon ce barème, bon. tout à fait. On devrait faire plus appel, effectivement, et conseiller à nos aînés de faire appel à ce genre de choses, parce que ça permet d'avoir de l'argent tout de suite et une rente de compléter sa retraite. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bruno, bravo, merci pour cette chronique. Merci. Là, il n'y a pas d'optimisation énergétique, hein. On est sur de l'optimisation de vie, en fait. Exactement. Bon. Vous le savez, vous êtes en place. Nos téléspectateurs vous posent des questions. C'est le Selfie-Mot. Une question de Juliette de Strasbourg. Bonjour, je suis Juliette, je suis de Strasbourg. Et pour un premier achat immobilier en locatif, je voudrais savoir ce que vous conseillez. Plutôt une petite surface ou une grande surface? Ah, Yann, je te sens inspiré par le sujet. Petite grande surface, c'est surtout quel est son profil à elle, c'est quoi son projet. Bien sûr. Il faut le définir ça, parce que les prix vont varier, forcément les prix au mètre carré entre un petit volume ou un grand volume, on va y avoir des écarts. Plus on va augmenter le volume, plus le prix au mètre carré va être faible. Et c'est valable aussi pour la rentabilité. Les rentabilités sont plus importantes sur les petits volumes, les T2 par exemple, plutôt qu'un T4. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais la première étape, je crois, c'est de définir son profil d'investisseur. Est-ce qu'on veut faire de la rentabilité locative immédiate, du cash flow? Est-ce qu'on veut faire un investissement patrimonial? Ou est-ce qu'on veut faire un placement? Ça, c'est vraiment, je pense, le point de départ. Après, on définit son budget et on va déployer son projet. Donc, c'est pas facile à répondre parce que moi, j'aurais tendance à dire sur un premier achat d'aller sur pas de prendre de risque, en gros, d'aller sur des petites surfaces, de se tester. Ah ouais, je suis pas d'accord. Moi, j'aurais dit tout l'inverse aussi, en fait. Voilà. Moi, mais c'est très bien. Alors, Bruno, vas-y. Moi, je serais plus dans l'optique de se dire qu'on achète un studio ou un immeuble de rapport. Les étapes sont exactement les mêmes à respecter. Donc, tant qu'à faire, quand on investit, c'est qu'on a envie de se créer du patrimoine. Tant qu'à faire, autant y aller au maximum de ses possibilités financières, notamment, donc partir sur un projet plus gros. Enfin, moi, je serais plus dans l'optique de conseiller vraiment d'y aller à fond. Après, là, ça reste un premier investissement. Juliette ne semble pas particulièrement âgée non plus. On a aussi l'enveloppe que l'on souhaite... Y consacrer. Y consacrer, effectivement. Et là, si on part sur des petites surfaces, alors oui, les petites surfaces... C'est moins cher, donc. C'est moins cher, on a moins de charges, mais on s'expose aussi à un changement de locataire beaucoup plus fréquent. Exactement. Aussi. Donc, alors, moi je dirais aussi que si on a une grande surface, on peut aussi la diviser. L'aménager, l'optimiser au niveau énergétique et en faire une bonne rentabilité. Et peut-être habiter une partie de sa surface, si on prend 100 mètres carrés, on divise le logement ou la surface en deux, on habite les 50 mètres carrés et on loue la deuxième partie, on a quasiment un appartement gratuit, en cash flow. Donc, effectivement, Yann avait bien... Enfin, vous avez un peu tous raison, c'est-à-dire que ça dépend du profil, ça dépend, il faut bien faire son business plan, bien se préparer. Et bien justement, Yann, tu vas nous parler de la location meublée touristique. C'est une belle transition. Oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Donc là, on investit et c'est souvent pour louer en meublé. Alors qu'est-ce qui se passe ? En courte durée. Alors les conseils de Yann, c'est quoi ? Alors les conseils de Yann, déjà, c'est de se renseigner sur la législation. C'est la première chose. On peut être bloqué. Que la municipalité peut bloquer les locations touristiques, meublées touristiques, mais aussi un règlement de copropriété. Les copropriétaires réunis en assemblée peuvent décider que c'est pas possible, il ne va pas avoir du mouvement dans leur copropriété. J'ai compris. Donc c'est des éléments qu'il faut absolument vérifier en amont. Bon, deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est de se renseigner sur la fiscalité. D'accord. C'est un impact important. Là aussi, oui, bien sûr. Parce qu'en fonction du modèle que l'on va choisir, du bien aussi, et puis des revenus qu'il va générer, on ne va pas être sur le même modèle fiscal. Il faut se renseigner sur les LMNP, sur le micro-BIC, peut-être se faire accompagner aussi en conseil là-dessus, par un comptable ou par un conseiller de gestion en patrimoine, ou par un professionnel de l'immobilier qui serait bien formé sur le sujet. Vous avez vu, Yann a toujours une place. Faites-vous accompagné par un professionnel immobilier. Évidemment. Mais tu n'as pas besoin de le dire, tout le monde a envie d'avoir Yann comme expert, tu le sais.
Bon, alors, le troisième conseil. Eh ben, le troisième conseil, c'est bien de préparer tout ça. Donc, il y a des règles. Hein. Il faut faire des fiches police quand on a des résidents en location courte durée. Il faut fiches police? Oui, des fiches police. Il faut renseigner l'identité, être capable de déclarer aux forces de l'ordre qui a séjourné à cet endroit. Ah oui, d'accord. On remplit ça dans les hôtels aussi. Oui, bien sûr. Il y a la taxe de séjour à percevoir. Enfin, il y a beaucoup de choses. Là, tu as dans ton enquête détecté un 45 mètres carrés qui est dédié à ce genre de choses, c'est ça? Complètement. Aujourd'hui, on est en plein cœur de Toulouse, dans une rue très connue en ce moment, la rue Saint-Rome. On est au tout début de la rue, et c'est un appartement qui a été... La rue Saint-Rome? La rue Saint-Rome. Là où il y a un immeuble qui... Là où il y a un immeuble qui s'est écroulé. Mais là, on est au début de la rue. Pas de danger. C'est un immeuble qui est classé. C'était le médecin de Catherine de Médicis qui habitait là, d'ailleurs. D'accord. Et donc, entièrement rénové dans les règles de l'art, isolation phonique, tout est nickel. Il est dédié aujourd'hui à la location courte durée. Et puis ensuite, c'est un bien qui aujourd'hui, avec un taux d'occupation qui n'est pas très élevé, à peu près 50%, génère quand même 20 000 € de revenus. Pas mal. C'est correct. Ouais. On l'estime avec le rendement locatif qui pourrait monter jusqu'à 75% de taux d'occupation. Avec un bon rendement, on serait aux alentours des 8-10% quand même, à 269 000 €. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Karine, pour ton éclairage sur l'optimisation énergétique. Les consultants, vous avez été franchement au top, comme d'habitude. Vous pouvez, si vous voulez, nous envoyer vos questions pour que les experts y répondent, nous l'envoyer en vidéo sur vosquestions@proprio-atoutprix.com. On a eu une très belle émission. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures immobilières. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Ciao.